Bonjour, c'est Lizzie Predaker pour un nouvel épisode de Croiserie, mon petit podcast consacré à mes élucubrations sur la fiction. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si une vampire a le droit de regarder Buffy contre les vampires. Alors je sais que ça peut paraître une question stupide, mais en gros, l'idée c'est la suivante. On prend un monde fictif où l'existence des vampires est connue de tout le monde, donc les vampires existent, tout le monde est au courant de leur existence. Et maintenant, imaginons qu'une de ces vampires, ou un de ces vampires, peu importe, regarde la série télévisée Buffy contre les vampires. Que se passe-t-il ? Est-ce que ça va pas poser des problèmes de cohérence qui vont créer un paradoxe dont l'issue va engendrer une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps et provoquer ainsi la destruction totale de l'univers ? Ça peut paraître un peu exagéré, mais c'est une question que j'ai même posée quelques fois. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont très hostiles à ce genre de choses, et notamment dans une vidéo que j'ai vue qui était une critique du film Bright, qui parlait donc plutôt d'orques que de vampires, mais le fond du problème reste sensiblement la même chose. Les personnes trouvaient ça absolument scandaleux qu'il puisse y avoir une référence au film Shrek dans cet univers, puisque à partir du moment où ce genre de créatures mythologiques, donc les orques, les ogres, j'imagine c'est un peu pareil, existent vraiment, un tel film n'aurait pas pu exister dans cet univers. Alors malheureusement, je ne retrouve pas la vidéo en question, mais j'ai vu plusieurs fois des personnes tenir ce même genre de position sur ce genre de sujet. Et moi-même, j'étais coupable de ce genre de choses, donc je me sentais un peu obligé de me justifier et de donner des raisons qui font qu'à mon avis, ce genre de procédé ne remet pas en cause la cohérence de l'univers et de l'espace-temps. Le premier argument qu'on peut utiliser pour défendre qu'une telle référence ne pose pas forcément de problème de cohérence, c'est que peut-être que Buffy n'est pas notre Buffy à nous, et Shrek n'est pas notre Shrek à nous. Autrement dit, si ces œuvres existent sous ce nom-là dans l'univers de fiction où les vampires et les orques existent, c'est pas parce qu'elles ont le même nom et qu'elles existent qu'elles sont tout à fait identiques, et elles peuvent avoir des différences substantielles de celles qui existent dans notre univers à nous. Cet argument il est tentant parce que ça permet de régler le problème, mais ça pose un autre problème fondamental qui peut donner envie de pousser un cri d'angoisse et d'avoir des angoisses existentielles, puisque la question c'est à quel point ces œuvres sont-elles différentes. Et ça peut avoir des conséquences assez funestes. Par exemple, dans une autobiographie transsexuelle avec des vampires dont je suis coupable, Morgue a le générique de Buffy en sonnerie de téléphone, et Morgue c'est une vampire. Mais peut-être que le générique de Buffy, tel que la série existe dans cet univers, vu que Buffy n'est pas notre Buffy à nous, enfin la série Buffy n'est pas notre série à nous, peut-être que le générique aussi est très différent, et y compris peut-être que dans cet univers, le générique de Buffy, je sais pas, il est chanté par Patrick Sébastien ou ce genre de choses. Et on voit ainsi les problèmes que ça peut poser pour des lectrices et lecteurs qui pensaient connaître un personnage et ses goûts, et d'un coup, se voient en fait complètement trahis, au moins en potentialité à un niveau quantique, d'un point de vue d'univers parallèle fictif, etc., donc ça reste potentiel, mais ça reste quand même un vrai problème. Heureusement, il reste possible de défendre la cohérence de notre univers de fiction sans avoir à recourir à des arguments aussi dangereux qui laisseraient la porte ouverte à toutes les fenêtres et au-delà. L'argument des gens qui pensent que ce genre de référence pose problème, faut voir que c'est le suivant. À partir du moment où des auteurs sont au courant qu'un groupe existe réellement dans la société, c'est pas juste le fruit de leur fantasme, de leur imagination et des créatures mythologiques, donc ces auteurs ne vont jamais continuer à représenter ce groupe de la même manière, puisque il existe réellement. Mais ça, en fait, si on regarde les œuvres qui existent, on peut douter que ça tienne vraiment la route, puisque par exemple, si on regarde la quantité d'œuvres qui continuent à représenter le changement de genre ou de sexe comme quelque chose relevant de surnaturel ou de la science-fiction, alors que les personnes trans existent et sont connues dans notre univers, les gens savent que les personnes trans existent depuis quand même un certain temps. Pourtant, ça n'empêche pas les auteurs de laisser libre cours à leurs fantasmes et de faire comme si ces personnes n'existaient pas. C'est pareil pour la représentation des personnes musulmanes dans des séries comme 24 heures chrono ou Homeland, ou la façon dont beaucoup de films vont représenter un pays dès que celui-ci n'est pas occidental. On n'est pas forcément tenu... En tout cas, les auteurs ne se sentent pas forcément tenus d'avoir une représentation qui corresponde réellement à ce qui se passe dans la réalité, mais ils peuvent se dire c'est pas grave, on va faire un peu ce dont on a envie et laisser libre cours à nos préjugés. Donc au final, si la série Buffy contre les vampires qui existe dans un univers de fiction où l'existence des vampires elle est connue, même si cette série est strictement la même que celle qui existe dans notre univers à nous, le seul problème de cohérence que ça poserait dans l'univers, c'est uniquement qu'il y aurait quelques tweets pour dénoncer la représentation des vampires, et peut-être que Joss Whedon aurait fait une tribune dans Libération pour pleurer qu'on ne peut plus rien dire à cause des Social Justice Warriors. Et on pourrait même envisager un truc un peu plus tortu. Ce serait que dans notre univers de fiction, donc les auteurs de fantasy fictifs, sortent l'argument
Non, mais nous, on parle de vampires avec un V majuscule. Et comme on a mis une majuscule, nous, on parle de créatures mythologiques qui n'existent pas et qui n'ont rien à voir avec les individus qui sont des vampires, qui existent réellement, d'accord, mais rien à voir, parce que surtout que la plupart des vampires qui existent réellement, déjà, ils ont une minuscule, donc c'est pas la même chose. Et puis, ils trouvent le terme vampire insultant, donc c'est pas très grave, en fait. Sinon, on parle de vampires avec une majuscule qui, eux, sont purement mythologiques. Alors, je suis d'accord, je pense que ça devient assez tordu et c'est quand même plus très très plausible. Puisqu'à ce compte-là, on pourrait aussi imaginer des auteurs de fantasy, toujours de cet univers fictif, je parle évidemment pas d'auteurs de fantasy de notre univers à nous, qui écriraient des histoires avec par exemple des nains mythologiques, en refusant complètement d'examiner le rapport entre cette construction et la diabolisation ou la fétichisation de personnes qui ont un physique différent et qui se retrancheraient juste dans le fait que nous, c'est des nains avec une majuscule, donc c'est créatures mythologiques, rien à voir avec la réalité. Et si on était vraiment tordu, on pourrait même imaginer que ces écrivains fictifs, ils se sentiraient un peu enjaillés de préciser que dans ce peuple, les femmes ont de la barbe, et donc d'avoir des femmes à barbe pour pouvoir remplir un peu leur cabinet de curiosité. Alors évidemment, là, on est vraiment un peu plus dans la dystopie que dans quelque chose qui pourrait être plausible, mais voilà, ça pourrait être une possibilité dans notre univers. Donc tout ça, c'est des raisons qui font qu'on peut justifier la cohérence de notre univers, mais si on est honnête, on n'est pas forcément obligé de le faire. Parce que, en tout cas, à mon avis, la principale raison pour ne pas prendre en compte ce genre d'objection, c'est que fondamentalement, en fait, on s'en fiche un peu. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas forcément très important, parce que certes, on peut dire que ça pose un léger problème de cohérence, de chevauchement diégétique et tout ça si on a envie de pinailler, mais ce qui compte, voilà, c'est que c'est une petite blagounette drôle, et voilà, c'est ça qui est important dans l'œuvre. Et on s'en fiche un peu de la cohérence de puriste. Et d'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi ce genre de choses pose plus problème que, par exemple, quand il y a des personnages de Sons of Anarchy qui regardent un épisode de The Shield. Alors que, quand même, il faut dire que dans ces séries, il y a des acteurs de The Shield qui jouent aussi dans Sons of Anarchy, donc non seulement ça pose le problème que du coup, si The Shield passe à la télé dans Sons of Anarchy, les gens, logiquement, ils ont vu les acteurs à la télé, ils ont vu les gens à la télé qui d'un coup se retrouvent à être des personnages différents dans leur vraie vie, c'est quand même assez bizarre. Mais en plus de ça, les deux séries partagent des noms de gangs fictifs en commun, alors je me rappelle plus les noms de gangs précis, mais ça laisse quand même penser que les deux séries se déroulent dans le même univers, et donc sont au même niveau diégétique, et donc il n'y en a pas une qui est dans un univers fictif par rapport à l'autre. Là, on voit que le continuum spatio-temporel vient de se prendre 3 balles dans le crâne, après s'être fait traîner par une moto. Mais honnêtement, à ce stade, j'en viens quand même à avoir envie de faire un schéma pour bien expliquer ce qui pose problème dans The Shield et Sons of Anarchy en termes de cohérence entre ces deux univers. Mais en fait, si j'ai à faire ça, c'est aussi que peut-être en fait, tout simplement, ça pose pas vraiment problème, puisque si on a envie de se prendre si on voit les problèmes que si on a envie de se prendre la tête à les voir, c'est peut-être qu'il n'y a pas vraiment de souci en fait. Et par ailleurs, en fait, je disais que je comprenais pas trop pourquoi les gens pointaient des choses comme des séries comme Buffy dans un univers où les vampires existent, et pas The Shield, Sons of Anarchy, mais si ça se trouve, il y a aussi des gens qui pointent le fait que The Shield passe à la télé dans Sons of Anarchy et que ça pose des problèmes graves de cohérence. Si ça se trouve, j'ai pas vérifié, si ça se trouve, il y a des articles de blog sur le sujet et des gens qui sont super vénères. Plus sérieusement, je peux comprendre que ce genre de choses, ça puisse sortir quelqu'un d'une œuvre, mais je pense pas qu'en fait, le fond du problème, ce soit quelque chose d'une règle absolue qu'il faudrait respecter au nom de la sacro-sainte cohérence et quelque chose qu'il faudrait jamais faire, mais plutôt que le problème principal, c'est plus, non pas la cohérence en général, mais la cohérence de ton au sein d'une œuvre. Et notamment, si on prend une blague un peu cheap, ça va moins bien passer dans une œuvre qui se veut très sérieuse et qui une blague un peu cheap, ça va moins bien passer dans une œuvre qui se veut très sérieuse et qui essaye d'être très réaliste. Alors qu'à l'inverse, si on prend une série comme Doctor Who, si on regarde vraiment le scénario d'un épisode de Doctor Who et qu'on veut pointer du doigt toutes les failles de cohérence, on va pouvoir en trouver sans trop de soucis. Mais en général, ça va pas poser de problème particulier à la série, parce que c'est aussi une série qui joue beaucoup sur l'humour, qui a un rythme assez intense, qui fait qu'on va pas avoir le temps de se poser la question dans l'épisode. Et donc, si on se pose la question, ça va être plutôt une fois qu'on a regardé l'épisode, qu'on l'a éventuellement apprécié, et qu'on va pinailler ensuite après. Et évidemment, la qualité générale d'une œuvre, et plus subjectivement, sans parler de qualité absolue, mais le fait qu'on apprécie ou pas une œuvre, ça va jouer sur le fait qu'on va accrocher, et qu'à partir du moment où on n'accroche pas, ou on a décroché d'une œuvre, on va plus avoir tendance à pointer du doigt tout ce qui va pas, y compris en fait, si le cœur du problème, c'est pas vraiment tous ces petits détails qu'on arrive à relever, mais le fait qu'on a décroché, qu'on n'est plus dans l'œuvre, et que du coup, on est dans une position où on va pinailler plutôt que d'apprécier l'œuvre. Après, si vous trouvez toujours ce genre de procédé absolument scandaleux, on n'a qu'à dire qu'il s'agit de briser le 4e mur, parce que ça permet de se donner un air plus cool et sérieux que de dire moi je m'en fous un peu de la cohérence du continuum spatio-temporel et de mon œuvre, parce qu'en fait, fondamentalement, si on regarde, c'est pas très différent ce genre de procédé que ce qui se passe dans Fight Club. Alors dans Fight Club, au début du film ou du livre, je crois que c'est pareil, on a le narrateur qui a un pistolet dans la bouche, peu importe,
Mais une fois qu'on lui retire le pistolet, il dit « je n'ai rien à dire ». Et le film part en flashback, il y a toute l'histoire du film qui est dans le flashback essentiellement. Puis à la fin du film, on revient au début. Et lorsqu'on revient à cette scène du début, là le narrateur va dire « je n'ai toujours rien à dire » au lieu de répéter la même scène. Et là, Tyler Durden va répondre « humour flashback très malin ». La conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que peut-être que la différence entre une incohérence un peu bête et le fait de briser le quatrième mur et d'être un peu plus intellectuel, c'est que dans ce second cas, on va pointer d'un air un peu pédant qu'on l'a fait volontairement et qu'on est très malin. Par conséquent, étant donné que ce petit podcast et ce billet utilisent 3 fois le mot diégétique uniquement pour se la raconter, je pense qu'on peut en conclure que Morgue peut continuer à voir le générique de Buffy en sonnerie de téléphone sans mettre en danger la cohérence de l'univers, plus que de raison. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous laisse écraser le bouton like, partager à vos amis et au-delà, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.